Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de renouveler votre fidélité à votre émission Le Jury du Dimanche, JDD, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne préférée et votre site imedia.sn. Nous avons l'honneur de recevoir M. Ahmed Diané Semega, haut-commissaire de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et ancien ministre du Président, Feu Amadou Toumani Touré. Bonjour, monsieur le haut-commissaire, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Pour vous présenter au public, vous êtes spécialisé dans l'administration des projets miniers avec une maîtrise en sciences juridiques passée à l'École nationale d'administration de Bamako, ENA. Vous avez exercé de hautes fonctions dans votre pays, le Mali. Votre carrière politique a connu son apogée avec l'arrivée au pouvoir de ATT, Amadou Toumani Touré. Ministre à 40 ans, vous avez occupé successivement le portefeuille stratégique des mines, de l'énergie et de l'eau, juin 2002, octobre 2007, et celui de l'équipement et des transports, octobre 2007, mars 2012. Autrement dit, vous avez accompagné feu le président Amadou Toumani Touré pendant ses 10 ans de présidence. Une carrière professionnelle dans le secteur minier comme consultant en administration de projets miniers avec les fonctions suivantes. Directeur administratif de Canadian Mali Gold Corporation, une société de recherche minière. Directeur des opérations de USM, Industrie pour le Mali. Directeur administratif de Golden Star Resources pour le Mali. Directeur administratif et juridique de Pan African Resources Corporation, filiale de Golden Star Resources pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous allons célébrer l'OMVS qui fête ses 50 ans cette année 2022. Célébrer l'OMVS, c'est également célébrer les femmes, c'est le 8 mars dans 2 jours. Alors, je suis curieux de savoir, en empruntant l'image du verre, est-ce que le fleuve Sénégal est à moitié plein ou à moitié vide pour les femmes? Est-ce que la donnée femme est prise en compte par l'OMVS? La donne femme, j'allais dire, elle est au cœur de la vision qui a bâti l'OMVS. Pourquoi? Parce que la vision qui a bâti l'OMVS, c'est la vision qui cherche à promouvoir le développement. Et le développement ne se conçoit pas sans la femme. La femme, de mon point de vue, est la pierre angulaire de l'édifice qui soutient la société, et surtout en Afrique. Et donc, permettez ce clin d'œil aux femmes, et chez nous particulièrement, elles sont en position de responsabilité importante. Aujourd'hui, notre directrice financière est une dame, au niveau du Haut-Commissariat. La coordinatrice régionale du PGIR, le projet de gestion intégrée des ressources en eau, qui est un projet important, nous y reviendrons, très important justement pour la mise en capacité des femmes, mais pas que des femmes, de l'ensemble des acteurs du bassin. C'est une dame, Mme Manta Sek, et la chargée de communication chez nous, la chef de communication, Mme Amayelka, est une femme. Voyez-vous, oui. Les femmes occupent leur place chez nous, et toute leur place, et la volonté de l'organisation, c'est justement de mettre en capacité les acteurs qui portent le progrès. Et parmi les acteurs qui portent le progrès en société, bien sûr, la femme est, je pense, la première. Et l'OMVS est un mot féminin. Mais on sait que, puisqu'on est à la veille du 8 mars, les femmes, c'est aussi la pénibilité, de certaines tâches, comme l'accès à l'eau. Elles profitent vraiment des ressources dont regorge le fleuve Sénégal, le bassin du fleuve Sénégal. C'est une question importante, parce que l'accès à l'eau potable, comme vous le savez, est un défi qui interpelle tous les pays sahéliens, en particulier les pays de notre bassin. C'est pourquoi, justement, la maîtrise des ressources en eau doit permettre de créer ce levier-là, qui à la fois permet au développement économique de se faire, mais surtout que les besoins élémentaires, j'allais dire, comme l'accès à l'eau potable, soient satisfaits. Et parmi, justement, ces considérations, il y a la prise en charge de cette donnée fondamentale qui est que l'eau se raréfie, l'eau potable dans le bassin se raréfie, d'où, justement, la justification du fonds d'accès à l'eau potable que l'OMS vient de créer, doté d'ailleurs d'une somme importante,
pour permettre justement de faire en sorte que l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du bassin soit facilité pour les populations et pour les femmes. Tout le monde sait que la corvée de l'eau est vraiment un facteur de pénibilité, comme vous le dites, et qui pèse énormément sur les femmes et qui obère un peu leur capacité d'être encore plus performantes dans ce qu'elles font. Je parle des femmes rurales en général, elles qui portent en général la famille. Bonne journée internationale des femmes, ce sera le 8 mars et ITV, le groupe E-Media, a prévu tout un programme pour vous rendre hommage, vous les braves femmes. Le 11 mars 1972, monsieur le haut-commissaire de l'OMVS, cela fait 50 ans, hein, dans une semaine, jour pour jour, et une nomination au Nobel de la paix, 2022, l'année du sacre pour l'OMVS. Je l'espère, je le souhaite, je prie pour cela, parce que au-delà du sacre de l'OMVS, c'est le sacre, je crois, d'une volonté politique très forte, une volonté qui n'a jamais été démentie sur 50 ans, et même un peu avant 50 ans. Parce que je veux le rappeler à vos téléspectateurs, l'OMVS est né à la suite d'une aventure qui s'est arrêtée en cours de chemin. L'aventure de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, qui est née à Labé, en Guinée, en mars 1968. Je fais référence à cet acte historique parce que pour moi, il est porteur d'une vision qui a permis à l'OMVS d'être créé le 11 mars 1972. Mais je pense que cet acte est un acte de foi en l'avenir. Et c'est justement en réverbération à cet acte de foi qu'aujourd'hui, l'organisation 50 ans plus tard est vue, en tout cas par beaucoup dans le monde des acteurs de l'eau, en tout cas des eaux transfrontalières, dans les bassins hydrographiques, comme un modèle unique de coopération et qui lui vaut aujourd'hui, comme vous le dites, c'est bien d'être nominé pour le prix Nobel de la paix par 3 grandes institutions qui sont des acteurs importants du secteur de l'eau. Éric Corsena est un acteur connu, c'est un académicien reconnu, respecté en France, ami de l'Afrique, et qui est le président de l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, IAGF, et donc qui a voulu, par le portage de la candidature de l'OMS, témoigner à la fois de son admiration, il le dit chaque fois, de cette belle œuvre africaine d'intégration, mais aussi sa foi en la capacité de cet exemple-là à se multiplier en Afrique dans les bassins. Il y a le Geneva Water Hub, qui est aussi un acteur clé important, qui est à Genève, comme son nom l'indique, et qui, pour elle aussi, pour cette institution, l'OMS, est vraiment l'exemple du modèle réussi en matière de gestion des eaux transfrontalières, qui est un sujet extrêmement compliqué. Nous y reviendrons. Si vous regardez en Afrique, par exemple, pour ne citer que le cas du Nil bleu, où il y a un conflit dur qui a cours sur la gestion partagée des eaux du Nil bleu entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Vous regardez plus loin en Asie centrale, où nous recevons souvent la visite de ces pays qui ont en partage ces bassins où il y a énormément de difficultés de gestion, ou plus en Asie avec le Jourdain. Bref, il y a un acte de foi que nos pères ont pris, scellant un pacte de solidarité en 1968, en créant l'ORS. L'ORS, malheureusement, qui a succombé aux vicissitudes de la vie politique, mais la flamme allumée en 1968 a permis de créer l'OMVS en 1972 par le président Moussa Traoré, du Mali, feu Moussa Traoré, le président feu Ahmed Ould-Daddah, Mokhtar Ould-Daddah, et Léopold Sédar Senghor. Vraiment, la vision de ces pères fondateurs, qui n'est pas qu'une vision idéaliste du développement ou de l'intégration, parce qu'elle est bâtie sur un socle juridique très fort, a permis à l'organisation aujourd'hui d'être citée partout en référence. Très bien, justement, je vais insister sur cette nomination au prix Nobel de la paix. Vous êtes optimiste, parce que vous disiez tout à l'heure que quand on donne des exemples à travers le monde, les bassins d'eau sont souvent source de conflits et même de guerres. L'OMVS, un modèle d'intégration, mais une source même de paix. Vous êtes optimiste, vous pensez que vous allez l'emporter?
Nous sommes optimistes parce que, comme je vous l'ai dit, ceux qui portent notre candidature sont des acteurs importants. Qu'ils aient eu ce regard sur l'OMVS, nous pensons que ce regard sera largement partagé. Parce que ce dont il est question, c'est quand même de l'adaptation au changement climatique. Par exemple, pour faire référence aujourd'hui au changement climatique avec les effets extrêmement dramatiques sur l'Afrique, pas que sur l'Afrique, mais au monde, et dont on peut mesurer un peu les conséquences par la raréfaction des ressources en eau, qui sont devenues aujourd'hui des ressources stratégiques, surtout les ressources en eau transfrontalières, qui génèrent, comme je vous l'ai dit, un potentiel conflictogène extrêmement important à cause du fait que les pays en amont, s'ils ne pensent pas aux pays en aval, l'utilisation qu'ils font des ressources qui traversent leur territoire peut affecter la disponibilité de l'eau en aval. Et ça crée des tensions énormes qui débouchent sur des guerres. Et c'est pourquoi le concept de la paix bleue, c'est-à-dire la paix en rapport avec l'eau, est au cœur de ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. Et moi, je me réjouis que le chantre de l'hydrodiplomatie aujourd'hui, c'est le président Macky Sall, président du Sénégal, et par bonheur pour l'OMVS, donc président d'un État membre de l'OMVS. Je rappelle, le Sénégal va abriter le Forum mondial de l'eau, nous y reviendrons. La candidature du Sénégal, je crois, a été reçue positivement parce que le Sénégal héberge deux organismes de bassin transfrontaliers, l'OMVS et l'OMVG, qui sont des organisations sœurs, qui, toutes les deux, travaillent à faire en sorte que l'eau qui traverse nos frontières soit, en étant un bien partagé, crée un levier de développement. Un levier qui sous-tend tous les efforts qui permettent à la fois d'assurer la sécurité alimentaire, nous y reviendrons, l'accès à une électricité propre et pas chère, qui, comme vous le savez, est un facteur, on va dire, primordial pour déclencher un développement quel qu'il soit. Donc pour nous... Le Nobel de la paix 2022 pourrait être bleu. Pourrait être bleu, c'est ce que nous souhaitons, parce que... Et vous attendez quand ce prix? Chaque année, je ne voudrais pas, on va dire, m'aventurer plus que ça, parce que vous savez, le Nobel a des critères très stricts. Vous savez, les gens portent votre candidature, mais c'est un comité indépendant qui statue sur ces candidatures qui sont reçues, qui fait un shortlist et puis qui décide en fonction justement des paramètres qu'ils sont seuls à savoir, qui reçoit le prix. Pour nous, ce serait à la fois, je pense, la consécration, comme je vous l'ai dit, de cette vision d'intégration, de construction de la paix. Parce que pour moi, et je le professe, mais humblement, la paix, d'une manière générale, peut être conditionnée, doit être, on va dire, fabriquée, passez-moi l'expression, à partir des bassins hydrographiques. Si vous regardez une carte du monde, vous regardez les bassins hydrographiques, vous comprendrez le sens de ma démarche. L'OMVS, nous avons construit des barrages, nous avons construit, on va dire, des infrastructures de production d'hydroélectricité qui permettent certainement d'améliorer le quotidien des personnes. Mais pour moi, M. Kane, la plus belle construction de l'OMVS, et justement qui vaut que nous soyons désignés, nominés pour la paix, c'est la construction de la paix, c'est la construction de la stabilité. L'OMVS, de mon point de vue, répond, comme je le dis et je le répète souvent, les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les barrières pour la défense de la paix. Si vous ne mettez pas en perspective ce que vous faites, si vous ne... la paix n'est pas une considération primordiale, dans la construction que vous faites, il y a fort à parier que vous n'y arrivez pas. Et justement, l'OMVS, les pères fondateurs, depuis l'ORS, ont souhaité dépasser le cadre, on va dire, technique simplement de la coopération sur l'eau, pour créer un espace qui mutualise les efforts, pour créer un développement partagé, développement qui est le socle, on va dire, pour assurer la stabilité et la paix dans la région. L'OMVS, prix Nobel de la paix 2022, c'est le mal que je vous souhaite en tout cas. Merci. 50 ans, ça se fête, comme on dit. Comment vont se dérouler les célébrations? Bien, nous avons souhaité que ce soit l'année du cinquantenaire. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre 2022, et donc ce seront des manifestations délocalisées. Le 11 mars, qui est la date anniversaire de création de l'organisation, sera célébré en Mauritanie. En Mauritanie,
où nous allons inaugurer avec le président de la République de Mauritanie, le président Ghazouani, la maison OMVS. Parce que depuis 50 ans, l'OMVS n'avait pas de siège à Nouakchott. Nouakchott qui a vu, comme je l'ai dit, naître cette organisation qui fait aujourd'hui notre fierté, mais la fierté de tous les Africains, de tous les acteurs de l'eau. Pour nous, donc le clou de la célébration, ça va être l'inauguration de cette maison qui va abriter les sièges de la SOGED, la société de gestion des diamants qui s'occupe de la sauvegarde de la ressource en eau, et la société de gestion de la navigation qui est la société qui va avoir en charge la gestion du volet navigation sur le fleuve Sénégal. Donc pour nous, Nouakchott est un point de convergence de toute notre attention pour faire de cette célébration à la fois, on va dire, un jour de mémoire, parce qu'on va avoir vraiment en tête ce que nos pères ont fait par ce geste qui a créé l'organisation, mais également un moment, on va dire, de nous réjouir des efforts, sans oublier les défis qui sont nombreux, mais pour lesquels nous sommes, on va dire, dédiés au jour à la tâche quotidienne. En plus de la Mauritanie, il y a le Mali, le Sénégal, la Guinée qui a rejoint, donc l'OMVS en mars 2006. Tout à fait. Oui. Parce que comme je l'ai dit, l'OMS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, a été créée à l'Abbé en 1968. Bon, avec Ahmed Sékou Touré qui fait partie des pères fondateurs. Donc les vicissitudes de la vie politique, comme je le dis, ont eu raison de l'OMS, et l'OMS est né justement de cette idée de mettre en synergie les différentes potentialités en 1972. Et donc la Guinée, qui n'était plus dans cette famille-là, est revenue en 2006, et fort heureusement, parce que la Guinée, c'est le pays d'où vient le fleuve. Le fleuve, je rappelle, il coule à partir de la source qui se trouve dans les massifs du Fouta Djallon. Et donc la Guinée, qui est un pays moteur aujourd'hui de cette organisation, a rejoint sa famille en 2006. Et les célébrations auront lieu dans tous les Guinée, pays au Mali, au Sénégal. Mais justement, est-ce que l'OMVS est une OMVS des peuples? Qu'est-ce qui pourrait vous le faire dire si la réponse est oui? Mais vous avez tellement raison. Oui. Il faut construire l'OMVS des peuples. On a construit une OMVS institutionnelle très forte. Je me réjouis de beaucoup d'initiatives citoyennes. C'est lieu de rappeler qu'il y a une organisation des élus et des maires de l'ensemble des pays du bassin. Le député maire de Bakel, Sall, se bat beaucoup pour cette initiative. Si vous voulez, c'est le prémisse. Sont les prémices d'une OMVS des peuples que je vois, moi, en action. Il y a le comité de bassin, qui est un organe consultatif de notre organisation, que nous avons, on va dire, aujourd'hui installé, qui permet à tous les usagers, mais pas que les usagers, à tous les acteurs qui sont dans le bassin, qui sont intéressés de loin ou de près à ce que nous faisons, d'être impliqués dans la prise de décision. Donc, c'est par là que se construit cette OMVS des peuples, cette appropriation des gens, que cette organisation est la leur. Parce que, vous avez raison de le dire, bien souvent ce que nous faisons n'est pas connu. Bien souvent, l'utilité de ce que l'OMVS représente n'est pas connue. Et donc, la commémoration du cinquantenaire, comme les places OMVS qui se trouvent dans nos capitales, comme toutes les initiatives qui sont prises dans le sponsoring d'événements culturels et autres, tout cela a pour objectif de rappeler, et si besoin en était, qu'il y a une œuvre d'intégration en construction depuis 50 ans, qui aujourd'hui est une référence mondiale, mais qui permet, je le pense très honnêtement, en construisant la paix, de permettre le développement du bassin, et que cette construction, cette paix-là irradie dans les autres bassins africains. C'est lieu de rappeler que nous sommes d'ailleurs le secrétaire technique permanent de l'organisation, on va dire, qui fédère tous les organismes de bassin en Afrique. Et il y a juste 2 semaines, nous avons réuni tous les organismes de bassin africains à Saly pour justement préparer notre participation au Forum mondial de l'eau. Parce que, Chekan, il y a à peu près plus de 200 bassins transfrontaliers au monde. Environ 300 même, je veux dire. Mais il y a très peu d'organismes de bassin. Il y en a, enfin, très peu par rapport à ce chiffre-là, une centaine. Et en Afrique, encore moins.
Alors, notre défi, j'allais dire notre volonté, c'est de faire en sorte qu'on crée plus d'organismes de bassin et plus d'organismes de bassin qui s'inspireraient du modèle de l'OMS pour construire la paix et la stabilité. On parlera du Forum mondial de l'eau tout à l'heure, mais permettez-moi de citer l'article 1er de la Convention du 11 mars 1972 qui donc crée l'OMVS sur les territoires de la République de Guinée, donc, qui a rejoint en mars 2006, du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal. Le fleuve Sénégal est déclaré fleuve international. La présente convention s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du fleuve Sénégal, y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées. Fin de citation. De quoi regorge le fleuve Sénégal comme potentiel et potentialité de développement en tant que patrimoine commun aux pays cités plus haut? Concrètement, c'est d'abord l'eau du fleuve. Et vous avez bien raison de rappeler cet article qui, à mon sens, est la fondation de la stabilité qui a permis à l'organisation de se maintenir le long de toutes ces 50 années et qui lui a permis de faire référence au monde. Parce que tout découle de cette volonté de dire que le fleuve est un bien commun dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire qu'il traverse. Vous avez des potentialités minières. Vous avez les phosphates de Matam, de Bofal en Mauritanie, Matam au Sénégal. Vous avez les ressources... Et ça, c'est grâce au fleuve? Non, ce n'est pas grâce au fleuve, mais leur exploitation économique dépendra du volet de navigation dont on va parler, par exemple. Et je vous parlais, par exemple, du tourisme qui va se développer, Inch'Allah, avec la mise en œuvre du volet de navigation. La densification, on va dire, des échanges, parce que des villes comme Podor, comme Matam, qui sommeillent, qui étaient dans le passé des villes vigoureuses, retrouveront leur dynamisme, sans parler de notre ville mère, j'allais dire Saint-Louis, où se jette le fleuve dans la mer, qui est notre ville embouchure, une ville historique, qui va accueillir le port fluvio-maritime, d'où, on va dire, navigueront des bateaux pour aller jusqu'à Ambidédi, à Caille sur 905 km. Donc, l'agriculture irriguée, j'allais y venir. L'agriculture irriguée, vous avez un potentiel de 408 000 hectares aujourd'hui aménageables, sur lesquels nous avons aménagé environ 212 000. Et sur ces 212 000, bon, il y a environ 120 000 qui sont on va dire, exploités, et principalement entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais moi, je me réjouis du fait que dans les programmes nationaux, au Sénégal, par exemple, à travers le plan Sénégal émergent, et en Mauritanie également, des efforts vraiment très vigoureux sont aujourd'hui en cours pour valoriser cette eau du bassin au service de l'agriculture irriguée, pour atteindre un des objectifs de création de l'OMVS, la sécurité alimentaire. Vous avez parlé de l'hydroélectricité. Oui. Mais vous savez, moi je compare souvent au sang dans le corps humain, l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, je pense que penser vous développer, c'est une illusion. Or, justement, par la mise en œuvre de projets d'infrastructures de production d'électricité, l'OMVS accroît donc, comme je l'ai dit, le potentiel de développement de nos zones. Manantali, depuis plus de 20 ans maintenant, produit de l'hydroélectricité. Si je vous disais, par exemple, ce que nos pays ont gagné en argent, pour dire les choses comme ça, simplement parce que Manantali a fonctionné avec Felou, ça mérite que vraiment on s'y intéresse. Près de 1000 milliards de francs CFA. Près de 1000 milliards de francs CFA sur 20 ans. Le Mali a environ 635 milliards, le Sénégal 350 milliards, la Mauritanie 150 milliards aidés. Ce n'est pas rien. Ça, c'est sur le fait qu'en utilisant une eau, l'eau du fleuve, pour avoir accès à l'électricité, donc produite à partir de cette ressource-là, qui est une ressource, qui est une électricité propre, qui est une électricité, on va dire, pas chère, parce que nous produisons l'électricité, je vais vous dire par exemple un chiffre, à 37 francs CFA. Là où, si vous prenez le mix énergétique, c'est-à-dire la composante du kilowattheure des États, ce chiffre environ à 100 francs CFA, vous voyez un peu ce que l'OMVS a produit comme richesse. Si vous permettez, sur l'électricité, parce qu'il y a des questions qui ont été posées par
ceux qui nous écoutent. Yacouba Abdallah Fall qui dit de l'OERS, Organisation des États riverains du Sénégal, à l'OMVS, un grand pas a été fait. L'OMVS est une des organisations africaines les plus sérieuses, toujours bien gérée. Ça, ce sont les fleurs. Mais il dit, ayant buté une fois sur un gros os, ou un gros os, comme on le dit d'ailleurs, la question du tracé électrique entre le Sénégal et la Mauritanie, nous avons beaucoup aimé la sagesse avec laquelle ce problème a été solutionné par l'OMVS, permettant aux deux pays frères de continuer à coexister, à cohabiter et à travailler ensemble dans cette belle entité. Aliou Sall dit, ils ont certes amené l'électricité, mais ils ont privé le Fouta d'eau pour la culture de décrue. Et le fleuve est devenu un marigot sans vie. Oui, c'est une critique que je peux comprendre, mais qui, de mon point de vue, n'est pas fondée scientifiquement. Je crois que la maîtrise des eaux du fleuve Sénégal a permis justement de libérer le potentiel agricole de l'ensemble de la vallée. Je vous ai parlé aujourd'hui des périmètres aménageables et par rapport au potentiel de ce qui est aménagé. Oui. Et justement, beaucoup de reproches est fait à l'OMS par rapport à la gestion des barrages, au lâcher d'eau, mais très souvent... Le barrage de Diama... Voilà, mais très souvent, ce n'est pas nécessairement ça la vérité. La vérité, c'est souvent que les ouvrages hydrauliques qui ont été, on va dire, construits pour justement l'acheminement de l'eau ne sont pas bien entretenus. Une fois, moi, j'ai été fortement interpellé, je suis allé même jusqu'à Matam, parce que, me disait-on, avec la culture des crues qui s'annonçait, il n'y avait pas d'eau sur le fleuve. On est parti sur le terrain pour constater que, en fait, ce n'était pas la gestion des barrages par les lâchers d'eau qui était en cause, mais c'était plutôt le fait que les différents canaux n'étaient pas bien entretenus par les organisations qui devaient s'en charger. Je ne dis pas que tout ce que nous faisons est bon ou conforme nécessairement à ce que tout le monde attend. Mais je vous dis une chose, la maîtrise de ces ressources par la construction de ces deux barrages-là a permis quand même que l'agriculture soit une réalité. Et ces barrages, c'est Diama? C'est Diama. Diama qui a permis... Diama et quel autre barrage? Diama et Manantali, principalement pour la vallée. Parce que vous savez, avant Diama, les anciens peuvent le dire, peut-être ceux qui ne le sont pas tant que ça, la remontée de la langue salée, c'est-à-dire de l'onde de l'eau salée jusqu'à Podor, empêchait, on va dire, toute agriculture, on va dire, de se développer. Voilà, développement par conséquent. Diama a freiné ça. Et Diama, en combinaison avec Manantali, avec le réservoir qui est créé, du moins l'eau qui est disponible, permet à la fois aujourd'hui de recevoir des cultures irriguées de très grandes spéculations, comme par exemple des agro-industries qui s'installent, et aussi l'agriculture, on va dire, vivrière. Toute chose, comme vous le savez, qui est importante pour la sécurité alimentaire. Oui, ce qu'on attend souvent, et ça revient dans les discours, qu'on a un potentiel de surface qui doivent être aménagés et qui vont nous procurer l'autosuffisance alimentaire. D'où ma question. Qu'est-ce qui a été aménagé en termes de superficie et qu'est-ce qui reste à aménager pour développer véritablement l'agriculture et assurer donc l'autosuffisance alimentaire? Je l'ai dit, c'est un potentiel de 400 000 hectares aidés. 400 000 hectares. Voilà, 408 000 hectares. Et répartis principalement entre le Sénégal et la Mauritanie. Sur ces 400 000 hectares, aujourd'hui, près de 212 000 hectares ont été aménagés. De part et d'autre. De part et d'autre, par l'organisation. Et sur ces 212 000 hectares, vous avez à peu près 120 000 hectares qui sont exploités. Donc vous voyez un peu le déficit. Mais il y a, vous savez, aussi à avoir à l'esprit la question foncière. C'est une question centrale, mais qui ne dépend pas de l'OMS. Et donc ça, c'est une question que les États gèrent. L'accès aux fonciers, comme vous le savez, ce n'est pas qu'au niveau de l'OMS que le problème se pose, c'est au niveau de toutes ces zones où le potentiel existe, mais souffre un peu de la gestion, on va dire, de cette question-là. Mais il y a aujourd'hui un débat qui est engagé au niveau de nos États. Déjà, d'ailleurs, un projet de la FAO qui aide
à la résolution de ces problèmes d'accès aux fonciers qui, comme vous le savez, avec la disponibilité de l'eau, permet d'assurer une agriculture, on va dire, à hauteur de souhait. Que prévoit l'OMVS pour qu'on arrive enfin à une autosuffisance alimentaire grâce à ce bien commun qu'est le fleuve? D'abord, mieux gérer, bien gérer l'eau. Parce que l'eau, malheureusement, je dis bien malheureusement, est en danger. Pourquoi? Parce que la ressource se raréfie, je l'ai dit tout à l'heure, avec les changements climatiques. Mais l'eau est aussi agressée par les comportements anthropiques, le comportement des hommes. Et aujourd'hui, vous avez une destruction systématique de certains cours d'eau. La Falémé, par exemple, par le fait de l'orpaillage anarchique. Si vous y allez, je suis sûr que si vous ne retiendrez pas vos larmes, devant tant de destruction, devant, j'allais dire, tant de manque de conscience des enjeux. Vous êtes en train de dire attention parce que le fleuve Sénégal peut disparaître. Bon, j'exagère un peu. Oui, mais la Falémé... C'est que les gens sachent que... Oui, mais la Falémé peut disparaître. La Falémé peut disparaître. Si vous dites que la Falémé, c'est à peu près 20 à 25% des apports, et que ce fleuve-là peut disparaître à cause justement de l'orpaillage anarchique et aussi, comme j'ai dit, d'autres actions de l'homme, vous dites que le fleuve lui-même peut disparaître. Parce que le fleuve, ce sont les débits. Dans l'absolu, oui. Et vous me permettez d'ailleurs de faire référence à un danger qui justement peut condamner le fleuve à la disparition, c'est la destruction du massif du Fouta Djallon. Parce que c'est là que vient le fleuve. C'est là où se trouvent les têtes de source des fleuves. Vous savez, le fleuve, il coule en pente. Mais à partir de la source géographique du fleuve à Bafim, qui est le principal affluent, est déjà sèche. Les têtes de source, qui sont différentes zones où l'eau jaillit et donc coule à travers la pente, sont en danger parce que les populations, malheureusement, procèdent à une déforestation massive. Et ce que nous faisons, nous, OMVS... Oui, il faut protéger l'environnement. Exactement. C'est aider les populations à d'abord prendre conscience des enjeux, de la destruction des écosystèmes qui va finir par détruire donc leur environnement immédiatement, les mettant en danger, mais plus gravement, mettre en danger les fleuves africains de l'Ouest. Le Sénégal, le Niger, la Gambie viennent du Fouta Djallon. Et donc, vous êtes en train de dire que tous ces fleuves-là ont un lien, un lion. Ils ont un lien et ils viennent tous du Fouta Djallon. Et si vous y allez, c'est ce que je dis très souvent à mes interlocuteurs, allez au Fouta. Vous y verrez la richesse naturelle que Dieu nous a donnée, mais vous y serez alarmé également par l'étendue de la destruction qui menace ces cours d'eau-là, donc de disparition, quand Dieu ne plaise, et donc avec les conséquences qui s'y attachent. L'idéal, c'est d'avoir une intégration de tous ces fleuves. C'est ce que nous faisons. Je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui, et nous militons ardemment mais au réel, vraiment, du réseau africain des organes de bassin. Très bien. Faire en sorte que notre modèle, qui ne peut pas être dupliqué partout, parce que comme je vous l'ai dit, l'organisation est un acte de foi, un pacte de solidarité à nul autre pareil, mais prendre les bons exemples, les bonnes pratiques, les fédérer pour faire en sorte que l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, par exemple, qui regroupe 9 États autour du fleuve Niger, que l'autorité de la Volta, par exemple, qui s'occupe du fleuve Volta, l'OMVG est déjà un exemple réussi. L'OMVG, vraiment en s'inspirant du modèle de l'OMVS, est aujourd'hui en train vraiment d'écrire une lettre de réussite. L'OMVG, c'est le fleuve Gambie. L'organisation pour la mise en œuvre du fleuve Gambie. Oui, mais pour le massif du Fouta Djallon, nous avons un intérêt commun à travailler en sorte qu'il y ait plus de prise de conscience des enjeux liés à la destruction des écosystèmes et donc la mise en danger des fleuves et faire en sorte que notre action soit, on va dire, soutenue à la fois par les populations et par les autorités des pays. Revenons à l'électricité. Oumar Modisso qui vous challenge. Ma question est la suivante. Pourquoi il y a toujours dans les différents pays membres de l'organisation des zones qui n'ont pas d'électricité, alors que l'OMVS produit de l'électricité à travers ces différents barrages sur les zones riveraines du fleuve, notamment le barrage de Manantali? Donc,
il faut comprendre que l'OMVS a déjà fait beaucoup par rapport au potentiel. Et elle en fera davantage avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Déjà, comme je l'ai dit, nous produisons de l'électricité qui est distribuée à nos différents États. Et comment la clé de répartition se passe comment? La clé de répartition dépend des ouvrages. Vous avez par exemple pour Manantali, c'est 52% pour le Mali, 33% pour le Sénégal, le reste pour la Mauritanie. Pour Gouina, que nous allons réceptionner bientôt parce qu'il est terminé, qui va débuter 140 MW, c'est au tiers. C'est que chaque pays a pratiquement la même portion. Mais pour vous dire, pour revenir à la question intéressante de votre auditeur, c'est que l'OMVS seul ne peut pas. Déjà, nous produisons une ressource qui est limitée au potentiel qui est identifié. Et nous allons finir Gouina bientôt pour nous attaquer à Koukountamba, qui est la plus grosse centrale qui va être en Guinée, qui va produire de l'électricité. Mais ce qui me semble être l'enjeu le plus intéressant du point de vue de la production hydroélectrique, c'est la construction à la fois des infrastructures de production, ce que nous avons fait, que nous faisons, mais la construction des lignes de transport et l'interconnexion des lignes de transport. Vous savez, l'OMVG a un projet énergie remarquable qui va se joindre au nôtre par le biais de l'interconnexion au niveau de Tambacounda. Et nous construirons une ligne également qui va desservir la Guinée par Koukountamba et qui va être un nœud d'interconnexion avec le système qui vient de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et du Libéria. Il y a ce qui va être ce qu'on appelle le marché africain de l'énergie. Ce marché de l'énergie permettra aux pays des différentes zones de commercer, comme le font d'ailleurs les pays développés en Europe, aux États-Unis. Le Canada produit pour les États-Unis, la Belgique produit pour le nord de l'Europe, ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire bientôt en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un horizon précis? 2022, tout est pratiquement terminé. Il y a la régulation qui reste, mais je veux dire, il y a un potentiel d'électricité qui va être mis à la disposition des États. Restera la construction des lignes. Ça concerne combien de pays exactement, le nombre de pays qui seront interconnectés? Les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de la CEDEAO. Le WAP concerne la CEDEAO. Les 16 pays de la CEDEAO. Nous avons aujourd'hui la bretelle la plus importante. Et ça, si vous voulez, on doit à la vision stratégique de l'OMVS. Et donc, nous sommes en train de renforcer ces lignes-là par la construction de nouvelles lignes. Et ce que nos téléspectateurs ne savent pas aussi souvent, et c'est tout à fait compréhensible, c'est que sur toutes ces lignes de haute tension, il y a un câble de garde à fibre optique. Des câbles de garde, j'allais dire, qui transportent, on va dire, les télécommunications. Donc, qui permettent aussi de fluidifier ce transport et donc de permettre un meilleur accès à Internet et aux différentes formes de communication. Alors, cher Fall, j'ai assisté au forum de l'OMVS, mais l'organisation est extraordinaire avec ses branches, SOGEM et autres. Ce jour-là, j'ai beaucoup appris sur l'OMVS. Ma question est quand est-ce que la Guinée-Conakry va retrouver son rôle intégral dans l'OMVS? Bon, je ne sais pas pourquoi il dit rôle intégral, vous répondrez à la question. Et puis, une autre préoccupation, c'est la navigation, le transport. Bill Gelel Kan Diallo, à quand le développement du transport fluvial? Mais répondez d'abord à la question sur la Guinée. Oui, la Guinée a repris sa place en 2006. Et comme je vous l'ai dit, elle joue un rôle central. Ah oui? Central. Son rôle est intégral, comme le souhaite cher Fall. Mais vous savez, la Guinée a pris le train en marche, par exemple sur la construction des infrastructures de production hydroélectrique. C'est pourquoi elle n'est pas partie prenante aujourd'hui de la distribution, on va dire, de cette énergie-là. Mais Koukountamba, qui est aujourd'hui en gestation, va permettre à la Guinée, à travers la SOGEO, nous avons construit en Guinée une société qui s'appelle la Société de gestion des ouvrages du haut bassin. Parce qu'en Guinée, il y a Koukountamba, qui est le barrage qui va être le plus important, la centrale hydroélectrique la plus importante, qui va débuter à environ 300 MW. Manantali,
par comparaison, fait 200 MW. Vous avez Boureya qui fait 140 MW, Balassa environ 70 MW, et aussi des micro-centrales. Mais la Guinée, ce n'est pas que la production hydroélectrique. La Guinée, comme je vous l'ai dit, c'est la préservation du Fouta Djallon. Nous avons d'ailleurs, sur le site historique où est né l'ORS en 1968, nous avons réhabilité les locaux pour abriter l'observatoire du massif du Fouta Djallon, où nous allons déployer des efforts avec d'autres organes de bassin pour préserver le Fouta Djallon. C'est d'ailleurs le sens de ma mission récente, mission d'information justement des opérateurs économiques guinéens qui en ont fait la demande. Hein. Mais à travers cette communication, c'est justement faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs en Guinée du potentiel qu'offre l'OMVS et du rôle qui doit être le leur également dans la construction, comme vous le dites, d'une OMVS des peuples, d'une OMVS plus intégrée. Et l'autre fonction de ce fleuve Sénégal, c'est la navigation. Pourquoi le transport n'est pas assez développé? Mais vous savez, à la création de l'OMVS, il y avait 3 programmes phares et qui étaient interdépendants. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure dans votre question sur la répartition de l'énergie, vous voyez qu'un pays en a plus que d'autres. Oui, je l'ai remarqué. Voilà, c'est une clé de répartition. Oui. Et ça n'offusque personne? Non, parce que la solidarité, pour être objective et donc entière, doit reposer sur l'équité. Il y a une clé scientifique qui a été élaborée. Le Mali, par exemple, a investi dans la construction du barrage de Diamant. Mais le barrage de Diamant, c'est pour l'agriculture. Donc l'agriculture, au Mali, il y a à peu près 5000 hectares qui sont aménageables. Le Sénégal et la Mauritanie tirent beaucoup plus profit de diamant, comme le Mali tire beaucoup plus profit de Manantali en termes de production hydroélectrique. Il y a aussi un juste équilibre, et pour la navigation une certaine équité. Oui, la navigation. Voilà. Oui. Donc la navigation, je l'ai dit au départ, il y avait déjà, il ne faut pas oublier que l'OMVS est né après des années de sécheresse extrêmement dures, qui ont fait prendre conscience de la nécessité de conjurer le sort en maîtrisant les ressources en eau du fleuve Sénégal pour produire de l'agriculture, pour produire des vivres, pour faire de l'agriculture vivrière, on va dire un objectif d'atteinte de la sécurité alimentaire. Ça, c'était le premier programme. Et donc, Diama et Manantali ont permis, en disponibilisant de l'eau, de faire en sorte que l'agriculture irriguée soit une réalité. Deuxième programme, c'était la production de l'hydroélectricité. Et nous n'inventons rien. Ailleurs, d'ailleurs, dans les pays développés, c'est ce qui a été fait. Dans l'aménagement des fleuves, la navigation vient toujours en appoint à ces 2 programmes-là, c'est-à-dire de base. Oui. Et donc, nous avons aujourd'hui de l'électricité produite à partir de la ressource en eau. Nous avons de l'agriculture irriguée. Reste la navigation. Oui, concrètement, j'aimerais bien savoir, je pose une question naïve. Quand est-ce que je pourrais voir plusieurs bouts El Mogdad sur le fleuve Sénégal? Bientôt. Je ne m'aventurerai... Qui me permettront d'aller de Saint-Louis jusqu'au limite du fleuve Sénégal. Bientôt, parce que je peux vous le dire, c'est... Bientôt, ce n'est pas précis. Oui, je ne peux pas vous dire exactement quand. Parce que, comme vous le savez, il y a des contraintes qui ne dépendent pas, qui sont lourdes et qu'il faut lever. Heureusement, nous avons levé la quasi-totalité des contraintes lourdes. Comme je l'ai dit, la navigation, c'est vraiment le projet structurant qui va donner à l'organisation, on va dire, la quintessence de la vision qu'il a créée. Pourquoi? Parce que lorsque les bateaux navigueront de Saint-Louis jusqu'à Ambidedi, en passant par les escales en Mauritanie et au Sénégal, en transportant dans un premier temps des marchandises et des personnes, en développant l'écotourisme, on verra là le développement du bassin dans sa globalité. Ce projet-là, c'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui a souffert déjà du manque d'études au départ. Et ce sont des études complexes parce que c'est sur la ressource en eau du fleuve que ce projet-là doit avoir lieu. Et donc aujourd'hui, ces études sont complètement terminées. Restait la mobilisation du financement. Justement, j'allais poser une question. Tout ça, ça va coûter combien et comment la mobilisation des financements va se faire? L'estimation qu'on a, c'est 526 millions de dollars.
des États-Unis. millions de dollars des États-Unis. US, oui. Ça veut dire la construction Faites le calcul en CFA. la construction du port, environ 300 milliards de francs CFA. La construction du port fluvial maritime de Saint-Louis. La construction du port fluvial à Bididi. Le chenal fait 905 km. Et les escales en Mauritanie. Ça, c'est pour le volet navigabilité. Navigabilité. Il faut draguer le fleuve aussi. Parce que vous savez, le problème aussi, c'est que le fleuve, c'est ensablé. Et ensablé, nous avons rétabli la navigation saisonnière. Parce qu'autrefois, pendant la période des hautes eaux, il y avait un navire qui quittait Saint-Louis pour aller jusqu'à Caille pendant la période coloniale. Et ça, c'est pour les bateaux, quoi. Voilà. D'une certaine capacité. Oui, mais il y a l'option aussi peut-être d'avoir des navires de moindre envergure, non? Oui, mais tout dépend de l'hydraulicité. Donc, de l'eau qu'il y a dans le fleuve. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a des obstacles naturels qui sont formés. Il y a l'ensablement. Nous avons identifié pas moins de 69 biefs qu'il faut draguer sur le long du cours d'eau. Et donc, cela va être fait dans le cadre du barrage, de la navigation, pour rendre pérenne justement cette navigation 12 mois sur 12 de l'année. Aujourd'hui, en rétablissant la navigation saisonnière, pendant les hautes eaux, on peut naviguer de Saint-Louis à Bididi. Mais l'objectif de base, c'est de faire en sorte que 12 mois sur 12 de l'année, on puisse naviguer. Et la deuxième phase du projet va concerner le transport minéralier. Nous le disions tout à l'heure au début de notre entretien, qu'il y a des potentialités minières en Mauritanie, au Sénégal et même au Mali, qui sont, si vous voulez, handicapées par l'absence de transport adéquat. Justement, en construisant le CITRAM, qui est le projet de base de la navigation, c'est-à-dire qu'en faisant du fleuve un vecteur auquel viendraient s'adjoindre des routes de liaison, on décuple la capacité de transport et donc on joue sur le prix des transports qui permettra, ce qui permettra au transport minéralier de donner du sens à l'exploitation de ces zones-là. Ouais. Alors, je rappelle que vous suivez le jury du dimanche qui a comme invité le haut-commissaire de l'OMVS, Ahmed Djane Semega. Parlons du Forum de l'eau. La 9e édition est prévue à Dakar, le 9e forum qui a comme secrétaire exécutif M. Abdoulaye Sène. Alors, comment l'OMVS va prendre part à ce Forum de l'eau? Quel est l'enjeu selon vous? Pour nous, c'est un moment important pour l'organisation, comme pour tous les acteurs de l'eau au monde. C'est d'ailleurs pourquoi tout le monde va converger vers Dakar à partir du 21 mars. Pour nous, c'est le succès, on va dire, de la politique de l'eau du Sénégal. Disons-le franchement. Le Sénégal a été choisi parmi beaucoup d'autres candidats pour la qualité de la coopération en matière d'eau et surtout des politiques qui sont mises en œuvre ici. Et donc pour nous, c'est la valorisation de cet effort à travers notre organisme de bassin, à travers l'OMVG, qui interpelle à plus d'engagement l'ensemble des acteurs. Vous savez, les organisateurs du forum de Dakar 2022, saluer mon aîné Sen, qui, au sein du comité exécutif, abat un travail monstre. Il y a d'ailleurs chez moi Fawzi Bedreddine, qui est chargé de notre comité, qui épaule tant que faire se peut. Sous le leadership du président Sall, Dakar va abriter, on va dire, un événement majeur. Le président Macky Sall, qui est également président de l'Union africaine. Oui. Mais qui pour nous, surtout, comme je l'ai dit, c'est le chantre de l'hydrodiplomatie. Parce que la construction de la paix à travers les bassins hydrographiques, pour moi, c'est la clé pour construire la paix mondiale d'une manière générale. L'hydrodiplomatie. C'est un concept. Ou la diplomatie bleue. De l'eau. Voilà. Donc, de l'eau. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en faisant converger tous les acteurs du secteur de l'eau, en tout cas toute l'attention du monde sur Dakar et sur cette ressource stratégique qu'est l'eau, je pense qu'un pari est gagné. Le pari de l'engagement citoyen. Parce que ce que Dakar 2022 veut faire, c'est que ce n'est pas un forum comme les autres. C'est ce que, en tout cas, le Sen, qui fait un travail remarquable, je l'ai dit tout à l'heure, veut, sous le leadership du président, c'est que ce soit un forum des résultats, un forum des réponses.
Serigne Mbaye Thiam, qui est notre ministre de tutelle, qui est donc le président du conseil des ministres de l'OMVS, qui est le ministre de l'eau du Sénégal, pour nous, elle a dit clairement, il faut que, à travers ce forum-là, l'OMVS, l'OMVG, les organismes de bassin, la politique de l'eau d'une manière générale en Afrique, soit en matière de réponse une référence et qui se nourrit également d'autres expertises. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, Dakar est important. Et c'est pourquoi nous nous mobilisons, et nous mobilisons l'ensemble des acteurs de notre système, et même par-delà notre système, pour qu'ils soient présents à Dakar. Qu'ils y soient physiquement ou virtuellement, mais qu'ils y soient physiquement, c'est mieux. Je crois que toutes les dispositions ont été prises, parce que c'est une rencontre déterminante, surtout aujourd'hui. Et à la conférence des Nations Unies sur l'eau, qui va s'organiser en 2023, et c'est une étape décisive. Décisive pour les acteurs de l'eau du monde, mais pour l'Afrique. Parce que nous disons souvent, c'est le forum mondial de l'eau, mais c'est le forum africain du monde de l'eau. Et vraiment, nous pensons que ça va être une réussite. Alors, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, des artistes ressortissants de l'OMVS ont poussé la chansonnette. Daradi en featuring avec Baba Mal, Fatoumata Diawara, Noura Mint Seymali, Sékou Kouyaté et Numukunda, Fleuve du Sénégal, extrait de Voices of the River. C'est un peu le titre de leur album. On verra ce que cela va donner le 11 mars à l'occasion donc de votre anniversaire. Mais l'OMVS, monsieur le haut-commissaire, ne souffre-t-elle pas des sanctions économiques contre le Mali? On peut dire oui, mais modérément. Pourquoi? Parce que il y a des entraves au déplacement. Et comme vous savez, nous sommes entre les 4 pays. Nous avons des sociétés au Mali et en Mauritanie. Et la traversée des frontières souvent se fait difficilement. Mais aujourd'hui, avec les autorisations que nous avons, ce n'est plus tellement un problème, on va dire. Mais nous en souffrons simplement sur le fait qu'un pays qui est, on va dire, amputé de ses capacités, on va dire, pour se développer, ce n'est nécessairement pas une bonne chose. Et vous êtes doublement interpellé au commissaire de l'OMVS, mais également citoyen malien, ancien ministre même du Mali pendant une dizaine d'années. Vous avez une idée d'une solution de sortie de crise? Je n'ose pas tellement m'aventurer sur ce chapitre. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que très rapidement une solution soit trouvée. Je crois que les partis y travaillent. Les partis y travaillent pour que le Mali retrouve sa place, toute sa place au sein de la CEDEAO. La guerre en Ukraine, certains préfèrent dire agression russe contre l'Ukraine. Alors, les conséquences vues du prisme de l'OMVS, c'est quoi? Comme vous savez, l'OMVS, il y a une camisole qui s'appelle l'obligation de réserve qui nous oblige à ne pas nous prononcer sur certaines questions politiques, mais cette question, évidemment, préoccupe tout le monde parce qu'il s'agit peut-être de la paix mondiale d'une manière générale et les répercussions sur les cours des matières premières nécessairement se feront sentir dans les pays de l'OMVS. Même les denrées. Nous promouvons la paix. Nous sommes une organisation pour la paix. Justement, quelle devrait être la position de l'Afrique pour nous, l'Afrique crise comme ça, une guerre comme ça, comme en toute chose, parler d'une voie unique, chercher la solution. L'OMVS, c'est un exemple d'intégration. C'est des pays qui ont tous les jours, devant les difficultés, cheminer la main dans la main en créant une intégration. L'Afrique pourrait avoir une position de neutralité, ou en tout cas de quoi, pour pouvoir peser sur la balance? Permettez-moi encore une fois de ne pas m'aventurer sur ce terrain, mais je pense que chaque fois que l'Afrique est unie, elle a été forte. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'avec le leadership du président Sall et le président de l'UA, l'Afrique trouvera les mots, l'Afrique trouvera sa position pour la paix au monde. Mais l'Afrique qui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que l'Afrique, en tout cas sous le leadership des chefs d'État aujourd'hui qui de plus en plus sont conscients de ces enjeux-là, trouvera sa place.
Une dernière question pour terminer. On avait commencé par l'OMVS. J'ai envie de vous provoquer un peu. Mais pourquoi ne pas aller plus loin entre ces États? Une fédération? Pourquoi faire les choses à moitié? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il y a un proverbe qui dit, et moi j'adore les proverbes, Oui. que l'eau entre dans la rivière petit à petit. Oui. Il faut toujours commencer par quelque chose. Je l'ai dit très honnêtement, et j'ai une foi mais ardente dans cette construction qu'est l'OMVS. Pour moi, l'OMVS préfigure l'Afrique de demain, un modèle d'intégration plus poussé. Parce que en unissant nos efforts dans la gestion d'un fleuve transfrontalier, un fleuve sahélien qui est sujet à des aléas climatiques très, très, très sévères, nous avons démontré qu'on peut surmonter certaines difficultés pour cheminer ensemble, pour construire un destin commun. Parce que quand on peut partager l'eau, une eau aussi rare, on peut partager beaucoup d'autres choses. Oui. Et donc pour moi, je fais toujours référence à l'acte de foi qui a construit l'ORS et qui a construit l'OMVS. Si vous partez au Fouta, à l'Abbé, justement sur le site historique qui a vu naître l'ORS, vous comprendrez ce que je veux dire par un acte de foi. Vous y verrez 4 sapins qui ont été plantés par feu le président Modibo Keïta, Mokhtar Ould-Daddah, feu Ahmed Sékou Touré, feu Léopold Sédar Senghor. Ces palmiers de 1968 à ce jour-là sont là, témoins de ce jour historique qui a vu naître cette organisation, qui, malgré toutes les vicissitudes de la vie politique, continue encore à porter cet idéal de construction d'une Afrique intégrée. Des États-Unis d'Afrique. Oui. Les 4 plus d'autres pères fondateurs. Voilà. Donc ce modèle que nous l'ont fait rêver, nous l'ont promis. On attend toujours les États-Unis d'Afrique, mais 50 ans pour l'OMVS, 50 ans c'est un demi-siècle, et c'est ma dernière question, croyez-moi. Que sera l'OMVS d'ici le prochain demi-siècle? Cela fera 100 ans. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi nous nous projetons. Un vieillard un jeune vigoureux. Parce que nous nous projetons. Nous avons aujourd'hui... Oui. Et c'est quoi en termes de projection? Oui, nous avons lancé une étude prospective, l'OMVS à l'horizon 2050. C'est une étude en cours. Et justement, pour aller plus loin que ce que nous faisons, pour pousser à davantage d'intégration d'autres secteurs en partant de notre bassin. Ce que nous souhaitons pour nous, nous le souhaitons aux autres bassins hydrographiques. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme cela que nous construirons la paix. À partir d'une réussite, parce que l'OMVS, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'OMVS, c'est une réalité concrète. C'est une réalité qui fait que des pays qu'on dit pauvres partagent une ressource rare sans se faire la guerre, en assurant la stabilité et le développement. Mais je pense que ce modèle-là, il peut inspirer d'autres. Et c'est tout le mal que l'on souhaite à ceux qui, chaque jour, nous regardent. Et c'est pourquoi je pense que la vision de nous porter comme Nobel est une vision absolument fantastique pour nous. Bonne chance pour le Nobel de la paix. Merci. Merci, monsieur le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Ahmed Djane Semega, qui était notre invité. Jury du dimanche, Mahmoud Ibra Kane à la présentation avec l'assistance technique de Masmoub, de Ibamar, de Sidignan. Réseaux sociaux, Fatima Taba, Birampoui. Immédiat.sn vous fera un compte rendu exhaustif de cette émission avec Chersar au texte, à la photo Abdoulaye Silla. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et joyeux anniversaire. Merci, merci Karl. Merci, à très bientôt.